Nos intervenants pour la table ronde sont déjà montés. Merci beaucoup à vous de vous être installés. Cette table ronde, c'est la 9e table ronde de notre cycle L'éducation en question que nous avons créé spécifiquement à l'occasion des 150 ans de l'école alsacienne. Au cours de cette année de table ronde, nous avons questionné nos pratiques éducatives et plus largement le système éducatif dans son ensemble. Le sport, la coopération, les sciences, l'esprit critique, l'éco-responsabilité, la créativité. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à ces tables rondes, n'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet. Alors cette dernière table ronde, elle a logiquement pour titre « Grandir dans le monde de demain ». Elle est animée par Baptiste Mockenstrom. Merci beaucoup Baptiste. Et Baptiste, nous vous laissons la parole. Merci. Non, petit problème de micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Pas encore. Si, c'est bon. Merci Gauthier Le Chevalier. Donc effectivement, comment grandir dans le monde de demain? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant. L'expression le monde d'après a surgi il y a quelques années, au moment de la crise sanitaire. La pandémie a pris fin, sauf que depuis quelques années, eh bien, nous vivons maintenant avec le sentiment que l'histoire s'est brutalement accélérée. Certes, le passé est jalonné de multiples révolutions technologiques, politiques, mais désormais, on sait que ce qui distingue la période d'aujourd'hui, c'est le fait que le nombre de défis et l'ampleur de ces défis est important, puisque rapidement, nous devons nous adapter aux conséquences du changement climatique. Rapidement, nous devons nous adapter à l'irruption de l'intelligence artificielle dans tous nos univers, et particulièrement dans l'univers du travail, et puis à la recomposition géopolitique, nous devons nous adapter aussi. Et puis bien sûr, nous devons nous adapter à une des conséquences de toutes ces révolutions, c'est-à-dire les inégalités et le fait que la société se polarise de plus en plus. Alors ces défis, c'est aussi bien sûr ceux de l'enseignement, qui doit imaginer l'école de demain, les métiers de demain, les relations entre élèves et professeurs de demain. Pour en parler, nous sommes donc avec nos invités qui vont nous parler dans le monde du monde de demain. Grégoire Bost, bonjour. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris, et vous êtes directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, l'APSID, qui dépend du CNRS, c'est ça? Aude Bernheim, bonjour. Vous êtes docteur en génétique et directrice du laboratoire diversité moléculaire des microbes à l'Institut Pasteur. Et vous avez écrit d'ailleurs aussi un livre il y a quelques années qui s'appelait Intelligence artificielle, pas sans elle, point d'exclamation, qui a été publié en 2019 chez Belin. Et puis Youssef Souidi, bonjour. Vous êtes chercheur post-doctorant au CNRS à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous travaillez sur la problématique de la mixité sociale, bien sûr, dans le système scolaire. Et vous avez publié d'ailleurs le livre que j'ai à mes côtés qui s'appelle « Vers la sécession scolaire, point d'interrogation ». C'est publié chez Fayard en avril dernier. À mes côtés, pour mener les échanges et pendant que je ramasserai les balles, on commence par vous. Venise Balazuk-Schweitzer, bonjour. Vous êtes élève en seconde à l'école, bien sûr, et vous êtes membre de la rédaction de Graffiti, le journal des élèves de l'école alsacienne. Et puis à vos côtés, Alexandre Barbaron, bonjour. Vous êtes élève en terminale à l'école alsacienne et vous êtes aussi le rédacteur en chef de Graffiti, le journal des élèves de l'école. On commence par vous, Aude Bernheim, si vous le voulez bien, pour essayer d'imaginer en fait quel sera ou quel est le monde de demain. Je ne sais pas s'il faut employer le présent ou le futur. Quels sont les grands défis qui sont posés? En gros, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qu'on va devoir savoir faire très vite? Donc, vous avez 2 minutes. Facile. Je pense que ce qui est assez frappant, c'est quand on pense au monde de demain, on dit changement climatique, intelligence artificielle, avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de crainte. Mais la chose qui m'interpelle le plus, même en écoutant les témoignages des élèves dans les vidéos, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de ce que le monde sera fait dans 50 ans et on n'a aucune idée des défis. Si on se projette il y a 150 ans, Louis Pasteur n'avait pas découvert les microbes, Marie Curie... la radioactivité. Donc, quelles vont être les plus grandes découvertes scientifiques qui restent à faire dans le monde de demain?
Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, malheureusement, désolée, ce que je sais en fait, c'est que ces découvertes, on va pouvoir les faire de plus en plus rapidement et que pour le moment, les découvertes scientifiques, elles servent le monde d'aujourd'hui à mieux guérir, à mieux construire, à mieux travailler, à mieux communiquer. On oublie de temps en temps quand même qu'aujourd'hui, on est capable de communiquer à travers le monde entier. Quand je repensais au voyage scolaire d'échange longue durée de l'école alsacienne que j'ai pu faire, j'avais pas WhatsApp pour communiquer avec ma famille. Et c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, on oublie de temps en temps à quel point il y a eu des progrès. Et dans les défis qui restent, ils sont divers et concernent toute la société. Mais je suis convaincue que ça va pas forcément mener à une dystopie. Et je pense que c'est un bon point où commencer. C'est que c'est aussi construire, peut-être en réfléchissant, à se dire qu'on va aussi vers un monde meilleur et pas forcément plus mauvais, mais que ça dépend un peu de la contribution de chacun d'entre nous. Grégoire Borst, est-ce que c'est un monde où on sera exposé à encore plus de désinformation? J'en sais rien. C'est difficile de dire ça. Non, ce qui est sûr, c'est que l'émergence des intelligences artificielles et de l'intelligence artificielle générative, ce qu'elle pose comme question, au-delà du rapport au savoir et ainsi de suite, c'est qu'effectivement, elles permettent de créer de la fausse information à des niveaux jamais égalés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT peut vous produire de la fausse information sans que vous ayez besoin finalement d'investir beaucoup d'efforts pour ça. Et donc je pense que ça pose une question en tout cas de notre rapport à l'opinion et aux faits. Alors j'entends très bien ce qu'on dit sur la question de la dystopie, je suis assez d'accord, hein, je veux dire, quand on regarde là où on était il y a 150 ans et là où on est aujourd'hui, en fait si on dépasse les biais qui sont les nôtres, qui sont des biais déclinistes, finalement, en fait, ça va beaucoup mieux qu'avant. Enfin, c'est très clair, le monde est beaucoup plus sûr qu'avant, on est en bien meilleure santé, quoi qu'on en dise, Paris est mieux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 40 ans. Pour un petit Parisien comme moi qui a vécu toujours à Paris, je suis désolé, je crois que vous avez oublié ce que c'était que Paris il y a 40 ans, le règne de la voiture et toutes les problématiques. Donc, je veux dire, on va plutôt dans le bon sens. Pour autant, ça n'empêche qu'il y a quand même un rapport aujourd'hui à l'information et à la différence entre l'opinion et les faits qui questionne. Et je pense qu'elle questionne profondément nos nouvelles sociétés. Je pense que ce n'est pas anodin que le prochain président des États-Unis soit probablement un président qui a en moyenne 18 mensonges qu'il profère par jour, et que cette question-là, elle n'est pas anodine, et qu'elle pose des questions pour nos sociétés de façon globale, et qu'elle pose des questions donc pour nos systèmes éducatifs. C'est-à-dire comment dans nos systèmes éducatifs aujourd'hui, on pense finalement les compétences dont nos enfants et nos élèves auront besoin quand ils seront sortis de nos systèmes éducatifs. Et cette vision prospective des systèmes éducatifs, je suis quand même surpris de voir à quel point elle est peu présente dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la difficulté d'un système éducatif. C'est pas de se poser la question de quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui, c'est quelles sont les compétences dont nos enfants auront besoin dans 20 ans pour être préparés à ce monde qui est en train de changer, et pas forcément de façon décliniste, ça je suis entièrement d'accord. Mais ça, il faudrait qu'on se pose tous les 20 ans et qu'on se dise, bon, on fait quoi là maintenant, dans 20 ans? C'est pas tout à fait ce que font nos systèmes éducatifs. Alexandre? Mais justement, sans entrer tout de suite dans le système éducatif, mais plus généralement, on le voit, donc on en parle, l'apparition de ChatGPT et sa vitesse de développement absolument phénoménale. Comment, justement, ces intelligences artificielles, elles vont changer, elles vont nous pousser à penser différemment? Je pense qu'elles vont nous penser à penser différemment sur deux plans. D'une part, on va devoir effectivement un peu mieux comprendre comment on pense. C'est-à-dire que c'est plus possible aujourd'hui d'imaginer que nous, êtres humains, on ait si peu de connaissances finalement sur la façon dont fonctionne notre cerveau, sur la façon dont fonctionne notre pensée, et qu'on doit pouvoir penser finalement notre rapport aussi à ces intelligences artificielles, tout en remettant la réalité de ce que sont ces intelligences artificielles par rapport à l'intelligence humaine. Une des propriétés de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que nous, on a besoin de très peu d'informations pour apprendre. C'est la grande différence avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle a besoin de masses de données considérables pour apprendre. Si vous regardez, par exemple, le développement du langage chez le bébé, la grosse différence, c'est qu'il a besoin de très peu d'instances pour apprendre le langage. Alors qu'une intelligence artificielle, aujourd'hui en tout cas, elle a besoin de masses de données. Et comme c'est des masses de données qui sont produites en partie par l'intelligence humaine, elles sont fondamentalement biaisées, puisqu'elles apprennent sur une matière qui, par définition, est relativement irrationnelle. Je vous renvoie à tout ce qui nous arrive en ce moment, irrationalité propre à nos sociétés.
Si je peux rajouter quelque chose, pour moi, je trouve que c'est incroyablement excitant de vivre. Aujourd'hui, on voit l'émergence de ces technologies d'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis microbiologiste, donc j'adore les bactéries, qui sont des êtres très différents de nous. Et je trouve que c'est assez fabuleux avec l'émergence de l'intelligence artificielle que ça nous remette un peu dans une certaine forme d'humilité, nous les humains, parce qu'on pensait beaucoup de choses qui étaient spécifiques à nous, en fait, ne nous sont pas spécifiques, et du coup, nous poussent à nous questionner sur qu'est-ce qui nous différencie, nous, ou la personne d'en face, justement d'intelligence artificielle. Et moi, je suis convaincue qu'elles vont petit à petit apprendre avec de moins en moins d'informations, en s'inspirant d'un certain nombre de savoirs, je l'espère. Mais ce qui est fantastique, c'est de la même façon que des révolutions technologiques qui ont permis, par exemple, avec des voitures, ou on va dire toute la révolution industrielle, de faire beaucoup plus de choses au niveau physique. Je pense que les intelligences artificielles vont nous permettre de résoudre énormément de problèmes très simples et qu'on pourra ensuite, nous, humains, s'intéresser à des problèmes différents ou ceux qui ne peuvent pas être traités par ces intelligences artificielles. Et ça va nous permettre aussi de nous questionner sur quelle est notre place dans le monde alors que ces intelligences artificielles-là existent. Quel est notre rôle? Comment on les utilise? Et ça, je trouve que c'est des questions qui vont complètement transformer le savoir, parce qu'il ne s'agira plus, on peut déjà voir avec Internet à quel point on a eu tous accès au savoir, mais comment on y accède, comment on le mobilise, et justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce savoir? Comment on l'utilise pour en faire quoi? Merci. Donc toujours Bernheim, le monde de demain semble traversé par un double bouleversement. Donc d'une part, le fait qu'il va falloir transformer nos habitudes à cause de l'intelligence artificielle, et d'autre part, le fait qu'il va falloir modifier nos actions en raison du réchauffement climatique. Est-ce que ça induit le fait qu'il faut qu'on ait une remise en cause de notre façon d'aborder et d'étudier les sciences elles-mêmes? Absolument. Enfin, je dirais, en permanence, on devrait se poser de la question de comment on apprend les sciences. Les sciences, pour moi, on ne pourra jamais passer à côté d'apprendre des fondamentaux, on va dire, très solides, parce qu'on se rend bien compte qu'au final, pour être capable de comprendre comment va fonctionner un ordinateur, comment vont fonctionner ces modèles mathématiques qui sont derrière, par exemple, ces algorithmes, il nous faut ces fondamentaux. Mais il faut aussi qu'on sache qu'il y a des choses qu'on n'aura plus forcément besoin d'apprendre parce qu'elles nous seront accessibles. Mais d'autres, où au contraire, ça va nous permettre de gagner un temps fou et que nos enfants demain seront beaucoup plus rapides que nous à apprendre plein de choses parce qu'ils auront accès à ces technologies. Et moi, quelque chose que je ne sais pas si vous avez essayé, mais on apprend beaucoup, alors c'est vous qui allez nous dire sûrement comment, mais moi j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup en essayant, en se trompant, en réessayant et en voyant ce qui marche. Et ce type de technologies que sont les intelligences artificielles, et pour moi inhérent à la démarche scientifique, c'est en effet d'essayer de voir si je me trompe ou pas. Ça peut accélérer ce processus. On peut aussi penser qu'on pourra passer plus de temps à faire des expériences sur le monde physique que sur le monde virtuel, ou modéliser certaines choses qu'on pourra du coup tester in silico. Moi, par exemple, dans mon domaine, aujourd'hui, la biologie, on essaye de faire beaucoup d'expériences qui prennent énormément de temps à la paillasse avec des pipettes. Demain, on peut les modéliser dans un ordinateur et s'éviter 99% du travail. C'est génial, on a gagné 99% du temps pour faire d'autres expériences qu'on ne peut pas faire. Et ça, je pense que c'est fondamental et que ça va transformer la façon dont on va apprendre les sciences. Et comment le faire, je ne sais pas. J'espère qu'on va pouvoir tous réfléchir collectivement à ça. Est-ce que demain, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait aucune idée de quoi le monde était fait, sera fait dans 50 ans, mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut voir quelles seront les grandes familles de métiers de demain? Je ne sais pas. Là, il faut une boule de cristal. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, les métiers sont en train d'évoluer très rapidement. Qu'il y a alors, je pense qu'il y a eu un peu de fantasme sur l'intelligence artificielle. Il y a des données qui viennent de sortir qui montrent qu'en fait, ça ne remet pas tant en cause que ça le marché du travail, en tout cas beaucoup moins qu'on l'avait pensé il y a encore 3-4 ans, où on pensait qu'il y avait 20, 30, 40% des métiers hyper qualifiés qui allaient disparaître du fait de l'émergence de l'intelligence artificielle. Il ne semble pas que ce soit le cas, parce qu'elles ne sont pas aussi puissantes qu'on le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles font un certain nombre de choses, mais elles font beaucoup de choses assez mal. Je vous invite à aller tester un peu ChatGPT sur un certain nombre de choses. Il est totalement nul. Je veux dire, c'est même confondant sur la rationalité, par exemple. Si vous lui posez des problèmes et des biais de raisonnement classiques sur lesquels les humains, en tout cas une partie d'entre nous, sont capables de trouver la bonne réponse, ChatGPT est complètement biaisé de ce point de vue-là. Tout dépend de la manière dont on s'adresse aussi à l'intelligence artificielle. Oui, mais là, justement, l'art est de... Oui, bien sûr, il y a la question de la façon dont on l'interroge. Mais
je pense qu'au-delà de la question de savoir quels seront les nouveaux métiers, je pense que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. La question, c'est quelles sont les compétences qu'on doit développer pour nous, êtres humains, qui ne sont pas substituables par l'intelligence artificielle. Et je pense que si on rentre par cette entrée-là, à ce moment-là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que finalement, il y a des choses sur lesquelles, je suis désolé de le dire, je vais mettre les pieds dans le plat, mais aujourd'hui, la grande question de savoir est-ce qu'il faut faire plus ou moins de mathématiques, je ne sais pas, c'est une vraie question, et elle ne peut pas être tranchée simplement parce qu'on a toujours fait de l'apprentissage des mathématiques et que c'est terrible d'enlever 1h30 de mathématiques en terminale. Je veux dire, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est réellement là le point de focal finalement de nos systèmes éducatifs. Par contre, de se dire qu'il y a des compétences que l'intelligence artificielle n'aura pas, je suis désolé, les compétences socio-émotionnelles, une intelligence artificielle, même si elle développe tout ce qu'elle veut, elle lui manque un corps. Et je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de corps fait qu'on a une conscience qui est quand même très différente de quand on a un corps. Et donc cette conscience du corps, cette conscience des émotions associées, ça, c'est pas substituable par une intelligence artificielle. Et donc ça, c'est probablement quelque chose vers lequel il faut aller. Parce que vous disiez, finalement, on se rend compte qu'on est peu de choses quand on est humain par rapport à d'autres intelligences. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune intelligence qui a créé des outils culturels et qui est capable de les transmettre d'une génération à une autre. Donc tant que moi, je n'ai pas vu ça dans une autre intelligence, je me dis que tout va bien. Il y a une spécificité de l'être humain, notamment du fait que notre cerveau se développe pendant plus de 20 à 25 ans et qu'il n'y a aucune autre espèce dans laquelle le cerveau se développe aussi longtemps. L'espèce qui est la plus proche de la nôtre, qui sont les grands singes, leur cerveau se développe 4 fois et demi moins longtemps. Et ça crée un avantage phylogénétique qui n'est pas observable dans d'autres espèces. Donc ne soyons pas non plus toujours à essayer de se dire finalement il y a de l'intelligence dans les autres. Oui, certes. Enfin, l'intelligence d'un éléphant est quand même très éloignée de l'intelligence humaine. Mmh. Et justement, c'est super que vous parliez des maths, hein, parce que comme ça, on peut rentrer dans le sujet de l'éducation, et en plus, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous, pour préparer cette table ronde, on a regardé ce qu'on enseignait à l'école alsacienne il y a 150 ans. Alors, par exemple, dans un emploi du temps de 5e, on comptait 8 matières, les maths, le français, le grec, le latin, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, physique, chimie. C'était une matière, hein, ça, sciences naturelles. Sciences naturelles, physique, chimie était une seule matière. Et je crois et l'allemand, évidemment. 150 ans plus tard, en fait, c'est intéressant de noter que ces disciplines, elles n'ont pas tant évolué. Finalement, on a un peu plus, il y a 10 disciplines hein, pour ce même élève de 5e, avec un peu plus d'art. On a de la musique et de l'art plastique, et puis récemment, la technologie. Mais en fait, ça n'a pas tant évolué. Est-ce que face à tous les défis et les enjeux qu'on vient d'évoquer, dans les 150 prochaines années, ou en tout cas dans les temps qui viennent, on peut s'attendre à une évolution qui soit plus prononcée? Alors, attendez, il y a deux questions, à mon avis, différentes. C'est est-ce qu'on peut s'attendre et est-ce qu'on peut espérer? Je pense que c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution dans les 50 prochaines années de la structuration même de nos systèmes éducatifs à travers d'autres champs disciplinaires qui seraient enseignés au collège, par exemple? La réponse est, à mon avis, non. Dans 50 ans, on y sera toujours. C'est-à-dire qu'on aura une espèce de reproduction qui consistera à se dire, mais finalement, en fait, il y a les savoirs fondamentaux. D'ailleurs, on l'entend beaucoup. Hein, il y a un tropisme très fort sur les savoirs fondamentaux, les français, les mathématiques. Je suis entièrement d'accord. C'est très important de savoir écrire, compter, raisonner, et ainsi de suite. Donc, il faut faire du français et des mathématiques, certes. Mais en fait, c'est suffisant, mais absolument pas nécessaire de faire des maths et du français. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste un préalable à rentrer dans des apprentissages qui sont pertinent. Et je rappelle simplement qu'effectivement, comme vous le disiez très bien, il y a 150 ans, on faisait des maths, du français, de l'histoire, géographie. Je pose de façon toujours un peu provocante la question de savoir pourquoi on n'enseigne pas la sociologie en 6e, pourquoi on n'enseigne pas la philosophie en 6e, pourquoi on n'enseigne pas la psychologie. En fait, il n'y a pas de réponse à ça. Vous ne pouvez pas me donner un contre-argument. Je veux dire, on pourrait tout à fait l'enseigner à la place d'eux. Et ça serait potentiellement pertinent. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement idiot de savoir comment on fonctionne d'un point de vue psychologique à partir de la 6e, parce que ça me permet d'aller mieux. Quand vous avez 40% de la population des adolescents qui a des symptômes dépressifs aujourd'hui, c'est pas complètement idiot de se dire qu'on pourrait aussi leur enseigner un peu de psychologie. Quand on sait que toute situation d'apprentissage est une situation dans laquelle on engage des mécanismes psychologiques et que globalement vous n'avez aucune connaissance là-dessus, que la première fois que vous allez entendre parler du cerveau, c'est en 4e alors que vous entraînez votre cerveau tous les jours dans une salle de classe, c'est peut-être intéressant de parler du cerveau avant de parler du système digestif et du système respiratoire, dont je rappelle qu'ils sont contrôlés par le cerveau. Donc en fait, c'est un arbitraire. Donc c'est aussi important d'aller interroger les arbitraires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'histoire-géographie, je dis simplement qu'on peut tout à fait, en tout cas, argumenter sur le fait que sur la progressivité
pédagogique, on puisse aussi faire de la place à ces disciplines-là très tôt dans le cursus. Il y a des ateliers philo en maternelle. Nous faisons des cours sur le cerveau aux élèves de maternelle pour participer à la réduction des inégalités éducatives. Et ça ne pose aucun problème à un élève de maternelle de participer à une activité sur le cerveau. Donc c'est une vraie question, enfin, je veux dire, et sur la sociologie par exemple, sur la question de la mixité sociale, sur la question de comprendre finalement les phénomènes sociaux, faire de la sociologie très tôt, c'est peut-être aussi une façon de participer à la mixité sociale. Exactement. Youssef Souidi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la sociologie, c'est quand même pas loin de ce que vous faites, c'est un des outils. Est-ce que vous pensez qu'effectivement l'enseignement de la sociologie devrait intervenir beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui? Alors, en réalité, moi je suis économiste, mais... Mais je suis souvent confronté avec un sociologue, donc c'est vrai que peut-être le faire plus tôt, ça permettrait de distinguer ça. Mais ça me fait penser à la question du collège unique. Parce que là, vous parliez de se projeter à 50 ans et de revenir 50 ans en arrière. Si on revient 50 ans en arrière, c'est vrai que c'est assez vertigineux. Cette question-là du collège unique n'était pas du tout présente. Et dans cette question du collège unique, il y avait la question de... constituer un minimum, un socle de savoir pour la plupart des gens qui devraient maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Et quand on relit ces débats sur le collège unique qui se poursuivent aujourd'hui, ce socle minimum, il n'a jamais été vraiment défini. En fait, il est dans la loi depuis 2004, mais il y a toujours des débats, et si vous lisez tous les rapports qu'il y a sur le collège depuis 50 ans, à chaque fois, cette question revient, qu'est-ce qu'on doit enseigner et que doit savoir un élève à la fin de sa scolarité obligatoire? Grégoire Mors, vous avez évoqué la philosophie, la psychologie, la sociologie. Qu'est-ce que ça permettrait exactement de faire? Est-ce que vous avez un exemple qui nous, si on devait choisir demain l'évolution des programmes au collège, qu'est-ce que ça pourrait permettre de faire immédiatement? Non, mais déjà, c'était des exemples. Je pense que si on interroge chaque personne de la salle en fonction des études qu'il a pu faire, il va militer pour d'autres types de disciplines. Pourquoi pas le droit? Pourquoi pas d'autres disciplines? Donc, je prends ces trois-là parce que je pense qu'elles répondent effectivement, quand on disait le socle de compétences nécessaire à un élève à la fin du collège, le fait d'enseigner la philosophie, c'est quand même apprendre à penser. Je pense que c'est pas... c'est un enjeu aujourd'hui dans nos sociétés d'apprendre à penser. Quand on parle de psychologie, derrière, il y a quand même aussi finalement comprendre quels sont les mécanismes de l'apprentissage, c'est-à-dire enfin construire un système éducatif dans lequel on le construit dans le bon sens. C'est-à-dire que d'abord, on apprend aux élèves à apprendre avant de rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux, parce que c'est ça qui est générateur finalement d'inégalités, notamment d'inégalités scolaires. C'est-à-dire que certes, effectivement, il y a des inégalités qui se construisent avant l'entrée à l'école, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on rentre finalement à l'école, quasiment, dans le cadre des apprentissages scolaires fondamentaux. Et à partir du moment où vous avez produit des inégalités, par exemple dans l'apprentissage de la lecture, vous allez impacter les inégalités dans tous les autres types de littératie, puisque votre littératie, votre capacité à avoir bien appris à lire, a des impacts sur votre littératie scientifique, votre littératie mathématique, et dans toute autre littératie numérique, et ainsi de suite. Donc il y a un véritable enjeu à savoir comment on réduit les inégalités très tôt dans nos systèmes éducatifs. Et apprendre à apprendre, c'est faire de la psychologie. Je suis désolé de le dire, c'est bien aller parler finalement des mécanismes psychologiques qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. C'est ce qu'on appelait la métacognition. C'était très utilisé en pédagogie il y a 20 ou 30 ans. Ça a disparu des radars. Peut-être qu'il est temps, aujourd'hui, quand on parle des nouveaux programmes de la maternelle, qu'on remette ça finalement au cœur, plutôt que de se dire toujours qu'il faut anticiper encore plus tôt les savoirs fondamentaux. Non, au contraire, il faut laisser à la maternelle ce temps finalement de construction des compétences dont on a besoin pour ensuite rentrer de façon sereine dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et puis sur la sociologie, j'y reviens. Je pense que oui, c'est nécessaire que on comprenne finalement les mécanismes qui sont à l'œuvre, qui expliquent les différences socioculturelles, les inégalités, parce que nos élèves sont sensibles à ces questions-là, les adolescents sont particulièrement sensibles, et que c'est des vecteurs de changement aussi de nos systèmes. C'est-à-dire que si on le dit sans avoir finalement de vision un peu angélique de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu à se dire que si on veut transformer le monde, il faut transformer ceux qui auront une action sur le monde d'ici 15 ou 20 ans, c'est-à-dire les générations à venir. Si je peux me permettre de juste rajouter quelque chose, et là je voudrais dire, je ne suis pas du tout spécialiste ni experte en sciences de l'éducation, donc c'est un point de vue purement personnel, pas d'experte. Et moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, en tout cas personnellement, on s'en fiche des matières, et plus particulièrement, en fait, le jour où des matières scolaires rentrent dans le cursus en termes de sciences,
globalement, ça fera 20 ans que les étudiants et les élèves sont déjà en train de les apprendre par eux-mêmes. Je pense que ce qu'on apprend à l'école, c'est apprendre à apprendre et que ça peut se faire, et je pense que c'est un des aspects qui est souligné à l'école Dacienne, de plein de manières différentes, qui va sûrement être différente pour chacun des élèves. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont apprendre à apprendre par les maths parce que ça leur parle plus, d'autres peut-être par le français, d'autres peut-être par la physique, et donc peut-être d'autres par la psychologie, d'autres par la sociologie. Donc quelles seraient les bonnes matières? En fait, j'en sais rien, et je suis même pas sûre qu'il y ait une bonne réponse à cette question-là. Par contre, ce que je suis sûre, c'est qu'il y a toujours des nouvelles matières qui seront en train, et des nouvelles choses à apprendre, où pour le coup, les élèves seront en train de les apprendre sans nous, enfin sans les gens qui leur enseigneront, et que autoriser ça, pousser ça, donner la liberté la possibilité de développer ses connaissances parce qu'on se sent assez fort sur sa capacité d'apprendre des nouvelles choses et de se lancer dans l'inconnu, c'est peut-être là-dessus en effet qu'il faut se faire. Et donc, est-ce que les questions de quelles sont les matières à enseigner dans le futur sont les bonnes? Je ne suis pas forcément sûre. D'accord, mais donc là c'est pour le fond, les disciplines, mais pour la forme, la manière dont elles sont enseignées, c'est pareil finalement, ça n'a pas tellement changé en 150 ans. On a un prof qui parle à des élèves qui sont assis sur une chaise derrière une table en bois toute la journée. Ça, c'est amené à évoluer, c'est pérenne ou c'est ce que vous dites? La forme scolaire, elle est en train d'évoluer, hein, même si elle a une inertie propre qui fait qu'elle finalement change doucement, mais on sent bien que de toute façon le rapport au savoir est en train de changer parce que vous avez accès à des nouveaux outils qui vous permettent finalement d'accéder à la connaissance de façon extrêmement rapide, que probablement il faut être beaucoup plus dans une posture aujourd'hui d'accompagnement de la construction du savoir, d'être beaucoup plus aussi dans l'explication du comment et du pourquoi de l'apprentissage. Je suis quand même encore frappé, alors évidemment c'est très dépendant de chacun des enseignants, mais c'est quand même très frappant quand on va dans les établissements de voir à quel point, encore quand on interroge les élèves sur le pourquoi de leurs apprentissages, ils sont généralement pas en mesure de répondre. Ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait savoir pourquoi on fait des maths, on devrait savoir pourquoi on fait de l'histoire-géographie, on devrait savoir pourquoi on fait des sciences naturelles. Quand vous interrogez les élèves, c'est pas toujours une réponse qu'ils sont capables de vous donner. Et ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que ça fait partie des violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire que vous devriez, mettez-vous à la place des élèves. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un système, si on fait de la formation continue ou de la formation professionnelle, généralement quand on arrive dans la formation, on nous donne les objectifs de la formation, pourquoi on est là, comment on va apprendre, et ainsi de suite. Il est quand même souvent encore le cas, dans des classes, les élèves arrivent et on leur dit ni pourquoi, ni comment, ni quoi, et on leur demande finalement d'apprendre. C'est une très très mauvaise idée. C'est très mauvais comme levier de motivation. Si je sais pourquoi je suis là, évidemment je serai forcément beaucoup plus motivé. Donc je pense que la forme scolaire, elle est obligée d'évoluer parce qu'il y a quand même un constat partagé dans la communauté éducative au sens large, c'est qu'on a de plus en plus une perte de motivation des élèves, mais parce que, je suis désolé de le dire, le cadre scolaire est de plus en plus loin finalement de la réalité de l'évolution de nos sociétés. Et l'école, ça n'est pas un sanctuaire. Je suis désolé de le dire, c'est un sanctuaire qui est pénétré par les évolutions de la société, et donc elle doit pouvoir évoluer avec cela. Donc sur la forme scolaire, c'est pourquoi pas les classes flexibles, mais en ayant en tête ce pourquoi on fait une classe flexible. C'est quoi l'objectif pédagogique derrière? Pour, par exemple, l'acquisition des connaissances, la classe très descendante, ça marche très bien. Il ne faut pas croire que c'est toujours négatif d'avoir une classe descendante, ça peut très bien marcher, mais en fonction de votre objectif pédagogique. Donc il faut effectivement faire évoluer la forme scolaire en fonction des objectifs pédagogiques qu'on se donne. Donc parfois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de pédagogie descendante, mais ça veut dire peut-être qu'on a des moments de pédagogie descendante, des moments de travail par projet, des moments de classe flexible, et que tout ça, effectivement, construit aussi l'ensemble des savoirs et des savoir-faire qu'on doit pouvoir acquérir dans l'école. Et si je peux juste me permettre une minute, moi je ne serais pas aussi pessimiste qu'il y a un prof dans une classe. Ça ne veut pas forcément dire que le prof fait cours comme il y a 100 ans. Un prof dans une classe avec des élèves, ça peut vouloir dire plein de choses, et ça peut vouloir dire un accompagnement justement à apprendre. Et j'enseigne pas dans le secondaire ou dans le primaire, j'enseigne dans le supérieur, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on enseigne et on apprend différemment. Aude Bernhem, les femmes sont largement minoritaires chez les chercheurs scientifiques en sciences, et tout particulièrement en France. Et ce fossé semble se creuser dès le collège et le lycée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène et comment est-ce qu'on peut le contrer?
en 2 minutes. Alors, malheureusement, c'est vrai, aujourd'hui encore, et ce qui est vraiment déprimant, c'est que ça continue à avoir lieu aujourd'hui, hein, ça ne va pas en s'améliorant. Il y a toujours très peu de femmes qui se sentent d'aller vers les matières scientifiques. Alors, pendant des décennies, même au moment où ça a commencé en 1874, on n'avait pas le droit de faire des études scientifiques en tant que femme, donc ça s'est quand même amélioré. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup à l'œuvre. Des choses qui ont été décrites comme les stéréotypes, l'autocensure, l'attrait vers certaines choses. Alors, il y a des études fabuleuses à Dauphine, donc je pense que mon collègue ici pourra en fait rajouter plein de choses sur le sujet, parce qu'il y a des chaires sur ce sujet-là. Mais comment le contrer, je ne sais pas, mais peut-être justement en innovant sur la façon dont on apprend les sciences, dont on enseigne les sciences, dont on fait participer et on donne à voir de ce que sont vraiment les sciences aujourd'hui, qui ne sont pas forcément ce que les gens peuvent s'imaginer comme étant forcément avoir besoin, par exemple, d'être une génie comme Marie Curie pour pouvoir aller faire des études de physique ou autre chose. Donc, il y a beaucoup de solutions, je n'aurai pas forcément le temps de m'attarder, mais je pense que ça ouvre en fait beaucoup plus la question de l'accès au savoir et l'accès à certaines disciplines et de comment on se projette dans certaines disciplines, au-delà même d'être un homme, une femme ou de s'identifier, on va dire, à un autre genre, mais de façon générale, d'où on est dans la société. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup mieux traité par mon collègue, à qui je vais laisser la parole, du coup, parce que ça ne s'arrête pas simplement en termes de diversité dans les sciences en hommes-femmes. On voit vraiment qu'en fait, il y a juste une classe spécifique de personnes qui se sent d'aller vers ces métiers beaucoup plus que d'autres. Un chiffre édifiant quand même, Aude Bernheim, qu'on a découvert en préparant cette table ronde, c'est que dans une cohorte de jeunes au lycée qui ont 14 de moyenne, garçons et filles, 78% des garçons pensent ils ont toutes les chances de faire une bonne carrière scientifique, alors que seulement 48% des filles ont ce sentiment. Il y a quand même un gap, un écart énorme. Il y a un écart énorme qui est beaucoup construit par l'image de ce qu'on peut se faire, que c'est que d'être bon en sciences, de ce que c'est que les métiers scientifiques, de ce que c'est qu'être aujourd'hui chercheur ou chercheuse, et aussi, c'est ce que j'ai dit, de ce que c'est que simplement être un ou une bonne élève. Et aujourd'hui, ces choses-là, ça a été extrêmement décrit, en fait, ça commence pas au collège et au lycée, hein, ça commence même avant. Ça peut aller de comment on nous parle, de les activités qui sont proposées aux filles et aux garçons, au jeu, ou simplement sans le savoir, des profs vont beaucoup plus interroger des garçons dans les matières scientifiques que des femmes, et tout ça, c'est un certain nombre de biais inconscients. Et je vous invite à aller consulter un petit livre qui a été publié dans la collection dans lequel j'ai publié moins sur l'école et la mixité, qui résume en 80 pages et moins d'1 heure de lecture tous ces aspects-là, avec toutes les références, donc allez-y. Oui, Venise ? Si on a encore le temps, j'aimerais bien qu'on parle de mixité, Youssef Souidi. La question de la mixité sociale, elle est assez présente dans le débat français. Est-ce que d'abord c'est une obsession française particulière, ou est-ce que d'autres pays sont aussi attachés à la mixité? Et d'ailleurs, si vous pouvez nous définir ce que c'est que la mixité sociale en quelques phrases, pardon, pour le peu de temps qu'on a. On pourrait d'abord dire que c'est une question qui est assez récente. Encore une fois, si on se projette 50 ans, enfin on ne se projette pas du coup, mais si on revient 50 ans en arrière, en 1974, on prend tous les jeunes de 14 ans, il y en a seulement un tiers qui est en troisième. L'autre a redoublé, enfin une autre partie des élèves ont redoublé, puisque le redoublement était très fréquent à l'époque, ou était déjà orienté en voie professionnelle. Et si on s'intéresse aux jeunes de 17 ans, seule la moitié était encore scolarisée. En 1974, l'autre moitié avait déjà arrêté ses études. Donc en 1974, on est à un moment où la question même du collège unique dont je parlais tout à l'heure ne se pose même pas. Et cette question de la mixité, donc, elle est arrivée assez récemment dans le débat public français, enfin une trentaine d'années, c'est pas non plus tout récent. Et donc, pourquoi la mixité? Alors, si on n'a pas le temps, je peux citer le premier intervenant. On a le temps. Je pourrais citer le premier intervenant du jour, le recteur de Paris, qui a dit c'est l'uniformité qui altère l'unité, c'est la diversité qui la nourrit. On peut clore le débat. Non, je vais quand même rajouter quelques éléments. Il parlait aussi des établissements privés et du fait qu'ils participent à l'éducation nationale. Et donc, une réponse, ce serait, en fait, c'est dans le cadre législatif depuis une dizaine d'années. Les établissements publics comme privés doivent contribuer à la mixité sociale dans leurs établissements scolaires.
Et donc, pour dire pourquoi on voudrait de la mixité dans les établissements scolaires, du point de vue des élèves qui sont plutôt socialement défavorisés et qui sont dans des collèges ghettos qui existent pour partie en France, il y a cet écart entre les discours publics qui vont vous parler de cohésion sociale, voire même de communautarisme, parce que cette question-là de mixité sociale, même si elle est peu abordée dans le débat public français, elle se double d'une question de ségrégation ethnique aussi. Et donc, il y a cet écart entre le discours public que peuvent entendre des élèves dans des collèges ghettos et la réalité qu'ils vivent au quotidien et qui font en réalité l'expérience d'aucune altérité ni sociale ni culturelle. Et du point de vue des élèves plutôt favorisés socialement, en fait, et en particulier alors à l'école alsacienne, une grande partie d'entre vous, élèves, feront partie des élites politiques, mais aussi économiques, culturelles, et donc il y a cette importance aussi d'avoir une représentation de la société qui est équilibrée, à la fois pour les élites politiques, mais aussi les élites culturelles dans ce qu'elles vont créer et dans la vision du monde qu'elles vont diffuser. Et si on revient également sur cette question des algorithmes, ça me semble particulièrement important, cette question de la mixité sociale, à un moment où on est pris dans des bulles informationnelles, dans ces algorithmes, ou ce que je vais regarder sur mes réseaux sociaux, même à la télévision maintenant, c'est de la publicité qui est ciblée qu'on va avoir. Donc le fait que tout soit géré par des algorithmes et donc que je vais voir que ce qui m'intéresse moi, rend cette question de la mixité sociale et de la rencontre d'autres milieux culturels, d'autres milieux sociaux d'autant plus importante. Cette mixité sociale, on la mesure, il y a les indices de position sociale qui ont été rendus publics il y a quelques années qui permettent effectivement de savoir à peu près quelle est la composition sociale des établissements, que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées. Pour ceux qui ne le savent pas, l'école alsacienne est effectivement dans le haut du panier, mais n'est pas complètement tout à fait en haut de la pyramide. Question directe, Youssef Souidi, qu'est-ce que l'école alsacienne, puisque vous en parlez, et c'est un sujet important aujourd'hui, qu'est-ce que l'école alsacienne pourrait faire justement pour accroître, en tout cas, ou pour atténuer cette ségrégation scolaire et sociale? Qu'est-ce que les écoles privées sous contrat, pour être un peu plus large, pourraient faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors moi, ce que je préconise, c'est que ça ne soit pas à la bonne volonté des établissements privés de s'occuper de cette question. L'école alsacienne, en réalité, le fait, et l'école alsacienne, en réalité, est aussi située dans le 6e arrondissement. Elle est dans un quartier à la sociologie, voire même dans un arrondissement à la sociologie bien particulière. Et donc, l'idée, c'est pas de dire que dans tous les établissements privés de France, on ait exactement la même composition sociale. Cela dit, ça n'exonère pas d'efforts que fait en partie l'école alsacienne, mais il est assez étrange de se dire que en fait, ce soit fait à la bonne volonté des établissements scolaires. Pour citer encore le recteur, bon là pas exactement parce que j'ai pas noté, mais il rappelait que les établissements privés sous contrat sont sous contrat avec l'État et donc font partie du service public de l'éducation nationale. Et quand on regarde comment s'organise le privé dans les autres pays européens, pour revenir sur cette question, si vous allez en Belgique, vous avez un privé largement subventionné, un peu comme en France, mais qui n'a pas d'autonomie dans le recrutement de ses élèves. En Angleterre, vous avez un privé qui est très cher, pas subventionné, mais qui fait ce qu'il veut. Et en France, vous avez un petit peu le meilleur de ces deux mondes. Et donc la préconisation, pour y revenir, c'est plutôt que ce ne soit pas à la bonne volonté des établissements. Alors pour être précis, pour finir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous préconisez en fait une sorte de transparence sur les candidats qui sont à l'entrée des écoles privées sous contrat, à la fois, et de ceux qui seront admis, et à la fois transparence aussi de ceux qui ne seront pas admis. Pourquoi? Qu'est-ce que ça permettra de faire? Il y a une question importante qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est si je suis directeur d'établissement, j'ai 200 candidats mais 100 places. Quels sont les critères que j'utilise pour sélectionner tel ou tel élève? Et en réalité, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et alors, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui représente la plupart des établissements privés sous contrat de France, explique qu'en fait, c'est de l'autocensure de la part des familles qui font que les établissements privés ont la composition sociale qu'ils ont. Mais en réalité, on n'a pas beaucoup de chiffres pour le vérifier. Et donc, une manière
un premier pas, ce serait d'avoir plus de transparence sur les critères de sélection des élèves. Et on comprend bien, effectivement, ça permettrait de savoir plus précisément qui est admis ou qui ne l'est pas, et si, d'une certaine manière, et pour être direct, si la question de la cooptation ne se poserait pas. Merci beaucoup à vous tous d'avoir essayé d'imaginer l'école de demain.